Bonjour. Vous êtes assis dans cette salle. Vous avez pris votre café, peut-être même un croissant. C'est l'esprit Digital Flash Up. Et vous vous apprêtez à écouter des experts vous parler d'intelligence artificielle. Bonne nouvelle, vous n'aurez plus jamais à le faire. Parce que pense IA est là. L'IA qui analyse, décide, arbitre et bientôt vient en réunion à votre place. Recrutement, stratégie, budget, choix du traiteur pour le séminaire. Pense IA s'en occupe. Nos clients affichent plus de 340% de productivité globale, plus de 780% sur les tâches que personne ne faisait avant, et zéro pensée originale générée entre 9h et 18h. Grâce au module exclusif Cogni Zero, toute pensée autonome résiduelle est détectée, neutralisée et redirigée vers des activités à plus haute valeur ajoutée. Comme approuver les recommandations de Pense IA. 97% de nos utilisateurs déclarent ne ressentir aucun stress. Les 3% restants n'ont pas répondu au questionnaire. Pense IA a répondu pour eux. Ils vont bien. Bon. Maintenant qu'on sait ce que l'on n'a plus besoin de faire, parlons de ce qu'on peut vraiment construire. Bonne conférence à tous. Pense IA. Parce que les meilleures décisions sont celles que vous ne prenez plus. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Je sais que ce n'était pas forcément facile ce matin, beaucoup de problèmes de train. En tout cas, ravi de vous voir aussi nombreux. Vous étiez à peu près 130 inscrits en présentiel et un peu plus de 90 pour nous suivre à distance. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous recevoir. Alors, pour rappel, les Digital Flash Up sont proposés dans le cadre du programme gouvernemental Extended Monaco Entreprise, qui a vocation à vous accompagner dans votre accélération numérique dans un monde toujours plus numérique. Alors, nouvel espace ici au Novotel qui nous accueillera jusqu'à la fin de l'année, mais toujours la même promesse, les Digital Flash Up, ce sont des formats compacts, 45 minutes, au ton direct, avec toujours cette même volonté de vulgariser les grands principes du numérique pour les rendre intelligibles et actionnables. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à une question, IA, gadget ou avantage concurrentiel. Mais j'aimerais vous proposer de commencer par de l'information chaude. Vous l'avez certainement noté, l'IA aujourd'hui est au centre de nombreux débats médiatiques. D'un côté, on a les Washington qui a fermé les vannes technologiques en limitant les accès de certaines versions de Claude de Anthropic. De l'autre côté de la planète, on a la Chine qui est en train de disrupter son programme universitaire en anticipation de l'obsolescence de certains métiers par l'IA. Et le 25 mai dernier, on a le Vatican qui s'est positionné sur l'IA, une encyclique qui a été publiée par le pape Léon XIV, signe fort que le sujet dépasse largement celui de la tech. Alors si vous avez raté cette dernière information, je vous propose de regarder cette courte vidéo qui a été mise en ligne par Le Monde. There is a real possibility that AI will displace human labor at a very large scale. Every frontier AI lab, including Anthropic, operates inside a set of incentives and constraints that can sometimes conflict with doing the right thing. If that happens, supporting those displaced will be a moral imperative of historic proportions. This task will be difficult enough, but I worry most dialogue misses an even harder challenge. AI development is concentrated in a handful of wealthy nations. How will we ensure that the gains of AI are shared globally? Let's not fear artificial intelligence, but constantly keep the question of the human in play. Artificial intelligence already touches many areas of our lives,
and affects decisions that shape human coexistence, it is also dramatically changing how war is waged. My fundamental view is that AI has been on an exponential for the last 10 years. Alors, je précise, hein, aucune orientation politique ou religieuse dans les propos des Digital Flash Up, mais vous me l'accorderez, entre les discours un petit peu disruptifs d'Anthropic et les promesses miraculeuses de Pensia, il est parfois difficile de faire la différence entre fantasme et réalité. Alors, habituellement, les chiffres permettent de trancher les débats, mais ici, les chiffres ont tendance à se contredire. Et parmi les études des plus sérieuses qu'on a sourcées pour vous, on se rend compte en effet de cette contradiction avec d'un côté Stanford University et McKinsey qui nous disent que 42% des entreprises qui ont intégré l'IA enregistrent des réductions de coûts, 57% observent des croissances d'activité. D'un autre côté, Anthropic nous rappelle, malgré ces chiffres qui sont vertigineux de croissance, qu'à aujourd'hui, nous n'utilisons que 20% des capacités totales de l'IA. Et MIT nous ramène un petit peu à la réalité en disant que 95% des sociétés qui ont intégré l'IA échouent à enregistrer un impact positif sur leur PNL. Alors, qui a tort, qui a raison? Difficile de répondre. Une chose est sûre, c'est que l'intelligence artificielle, j'arrive à changer, oui, a 3 impacts majeurs. 3. Un premier impact sur la performance économique à condition que l'IA ait été intégrée avec méthodologie, et c'est ce dont on va discuter dans la partie centrale de ce Digital Flash Up. Un second impact sur les métiers, et par effet ricochet, un troisième impact sur les organisations. Alors commençons par les métiers. La vraie question à se poser, c'est pas est-ce que l'IA va supprimer mon poste, mais comment mon poste va évoluer. Alors pour faire simple, qu'est-ce que fait l'IA générative à aujourd'hui? Elle fait 2 choses. 1, elle absorbe les tâches répétitives. 2, elle accélère en fait le traitement de l'information. Ce qu'elle libère, c'est du temps pour mieux vérifier, pour mieux analyser, pour mieux juger, pour mieux décider. On a donc en fait non pas un transfert complet de nos expertises, mais une montée en valeur de nos métiers. Et c'est ce qu'on a observé, notamment dans les révolutions industrielles ou lors de l'avènement d'Internet. L'histoire se répète, mais les métiers s'adaptent. Le World Economic Forum, lui, est formel. D'ici 2030, 92 millions d'emplois pourraient disparaître, mais 170 millions d'emplois pourraient être créés. Je vous laisse faire le calcul. Cela nous emmène à un solde net positif de plus de 78 millions d'emplois qui pourraient être créés. Ce qu'on va notamment observer, ce que nous montre toujours le World Economic Forum, c'est qu'on va avoir un transfert de nos expertises. On demande moins à l'humain, c'est-à-dire moins d'exécution, mais plus de jugement, plus de sens. Alors avant de s'inquiéter d'un remplacement potentiel de nos métiers par les robots humanoïdes de M. Musk Optimus, ou de commencer à rêver à un salaire universel pour ne plus travailler, ce qu'il est essentiel à aujourd'hui, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut intégrer de façon structurée et éthique l'IA dans nos entreprises. Car vous l'avez compris, l'IA, en fait, n'impacte pas que les individus. Elle impacte aussi nos entreprises. Elle impacte aussi nos entreprises. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on automatise une tâche, on va changer les compétences requises. Quand on change les compétences requises, on change les rôles, on change nos métiers. Et quand on change le rôle et nos métiers, c'est toute l'entreprise en fait elle-même qui est impactée. Donc l'erreur que font la plupart des entreprises, c'est qu'elles pensent qu'elles pourront pouvoir toucher à un maillon de la chaîne sans la faire bouger. Or, ce n'est pas possible. À aujourd'hui, intégrer un outil sans prévenir les processus, les rôles et les compétences, c'est juste une illusion de transformation. Le levier ici, c'est un alignement entre la technologie, l'organisation et les compétences. En termes d'usage et d'impact économique, on note que 88% des entreprises utilisent l'IA, mais seuls 6% en fait l'ont intégré à l'échelle. L'écart, c'est la méthodologie.
Et c'est exactement ce que va nous illustrer Monsieur Pablo Fernandez, directeur en conseil IA chez Inforca, qui, à travers un cas d'usage, va nous permettre de passer de la théorie à la pratique. Cher Pablo, je t'invite à prendre la main. Je vous demande de l'applaudir. Il a accepté de partager son expertise dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Moi, je trouve ça très courageux. Merci infiniment, Pablo. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Diego. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Jean-Marc, sa camionnette et l'intelligence artificielle. Donc Jean-Marc produit du vin dans le sud de la France. Il a des clients, c'est des bons vins aussi. Et il livre lui-même le vin chez ses clients. Le business marche bien. Mais un jour, une autre camionnette le fait doubler. En fait, c'est la concurrence. C'est le concurrent qui livre plus que lui, plus vite, parce qu'il utilise l'intelligence artificielle. Donc ça fait travailler Jean-Marc dans sa tête toute la journée. Et le soir, il arrive chez lui, il tape sur son clavier « intelligence artificielle » et il tombe sur un article qui dit « la plupart des projets d'IA échouent ». Et ça lui fait peur. Qu'on voit sur les 3 chiffres ici, il y a beaucoup qui essayent, mais très peu qui réussissent. Il n'y a que 6% qui ont succès. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils ont des meilleurs outils IA? Non, ils ont les mêmes outils que tout le monde. La clé, c'est la façon de travailler. Donc, qu'est-ce qu'il fait Jean-Marc? Il dit, je ne suis pas un expert en intelligence artificielle, donc il a les bons réflexes. En fait, il s'est fait accompagner par quelqu'un. Parce qu'il sait que quand on est dedans, qu'on a la tête dans le guidon, et c'est ce qu'on a trouvé chez Inforca quand on accompagne les clients, on est tellement dans le travail tous les jours que c'est difficile à voir la problématique de l'entreprise. Donc, il se fait accompagner par quelqu'un, on va l'appeler Paul. Paul, c'est un expert en IA, mais ils ne vendent pas les outils IA. En fait, ils posent les bonnes questions. Et ça, c'est clé pour Jean-Marc. Donc ça, c'était une bonne décision. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Paul? Donc, il lui montre 3 options. La première option, c'est tout changer, tout remplacer, et c'est trop cher. La troisième option, là, on la voit ici, c'est de rien faire, mais à un moment donné, c'est trop tard. Et l'option des milieux, c'est améliorer ce qui bloque. Et ça, c'est la bonne option pour Jean-Marc, pour son entreprise, en fait, parce qu'elle a la bonne taille et c'est plus facile et plus rapide à mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il passe au domaine le lendemain et il fait un diagnostic, en fait. Il commence à poser les questions et là, il trouve que le goulot, c'est Jean-Marc. Et là, Jean-Marc se rappelle de son grand-père qui disait qu'une chaîne est vite parce que le maillot le plus lent de la chaîne, en fait, c'est qui définit la vitesse de l'entreprise, en fait. Voilà. Donc, et en fait, c'est Jean-Marc Le Goulot. C'est ça qu'il faut, en fait, travailler parce que tout passe par lui. Est-ce que chez vous, ça vous arrive aussi? Peut-être qu'il y a une seule personne qui fait tout ou un processus qui ralentisse tout le reste du processus de l'entreprise. Si c'est le cas, c'est le goulot chez vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il fait un diagnostic. En fait, il représente l'entreprise avec un diagramme, tous les processus de l'entreprise. Et là, c'est plus facile à identifier où est le problème. Donc, on le voit ici, c'est livrer et encaisser. Voilà, c'est la partie la plus lente de l'entreprise de Jean-Marc. Et c'est là où il faut automatiser et potentiellement avoir l'intelligence artificielle là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, Jean-Marc dit, ouais, on va acheter l'IA. Mais non. On l'arrête tout de suite parce qu'avant de commencer à utiliser l'IA, il y a un point qui c'est très important, que c'est de mesurer avant d'utiliser l'IA. Il faut prendre une photo pour savoir si après on s'améliore. Donc ici, c'est un peu le carnet de Jean-Marc. Hein. Il a la colonne des joints où il note un peu ses chiffres de livraison, des coûts, etc. Voilà, donc ça, c'est la photo. On fait une photo et après, voilà, on est prêt pour adopter l'IA. Et c'est ce qu'on fait ici, en fait. Finalement, l'IA trouve sa place. Et la place de l'IA, en fait, c'est très intéressant ici parce que, vous vous rappelez, les points faibles, c'était la livraison et encaisser. Et c'est ça, en fait,
un agent IA qui va aider Jean-Marc de façon automatique à préparer les livraisons en quelques minutes et aussi à encaisser. Voilà. Mais si vous voyez aussi l'entreprise un peu comme la camionnette de Jean-Marc, hein, et ici, l'IA, ce n'est pas le moteur. Le moteur, c'est le métier. Donc, chez vous, on peut imaginer aussi votre métier, c'est le moteur de l'entreprise. Ce n'est pas l'IA. L'IA, c'est un assistant qui va vous aider à aller plus vite. Mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est les conducteurs. Et les conducteurs, c'est Jean-Marc. Donc vous avez les jugements, donc c'est à vous de conduire aussi l'entreprise. Après, donc une fois qu'on a installé l'IA, on commence à l'utiliser pendant quelques mois, donc par exemple 3 mois, pour la bien maîtriser. Et là, on commence à noter les mêmes chiffres et on voit la différence ici. Donc, on a moins de livraisons en retard, on a réduit les coûts, on a aussi plus de clients, de 3 nouveaux clients, etc. Donc là, on peut vraiment voir la comparaison d'avant et après. Et ça montre aussi que le goulot, en fait, on est en train de l'améliorer. Mais est-ce qu'il est disparu, le goulot? Bon, la bonne nouvelle, oui, on a amélioré beaucoup. Par contre, ce n'est pas le seul, en fait, parce qu'une fois qu'on a réparé un goulot, il faut attaquer le suivant. Donc ici, je vous montre un peu comment le goulot se déplace. Donc, il y a 4 choses à faire. C'est de diagnostiquer, mesurer, agir et vérifier. Parce qu'une fois qu'on a réparé un goulot, il se déplace au suivant. Donc ici, une chose qui est très, très importante, c'est mesurer. Voilà, on a déjà vu l'exemple. Donc, il faut continuer à faire la même chose pour après. Mais qu'est-ce qu'il faut mesurer? Parce qu'aujourd'hui, on parle des métriques, des return of investment, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut mesurer? Il ne faut pas 30 chiffres, 30 métriques. Il y a 4 familles, ça c'est suffisant. Et on les a trouvées en fait dans les carnets de Jean-Marc en fait. On avait le temps, c'était ses soirées. On avait la qualité, c'était les clients qui livraient au temps. Le coût, en fait, c'était son carburant. La valeur, les nouveaux clients. Voilà. Donc, vous aussi, chez vous, dans votre entreprise, vous pouvez aussi utiliser, commencer avec 4 chiffres clés, 4 métriques. Après, il y a un piège, parce qu'une fois qu'on a commencé à mesurer ça, le piège, c'est que, OK, on gagne du temps, donc c'est bien, mais le temps gagné, en fait, ce n'est pas un gain si on n'a pas investi ce temps gagné sur une autre chose. Voilà. Par exemple, si on voit une statistique, dans 6 heures gagnées, presque, moins de 2 heures sont réinvesties. Le reste s'évapore. Et ça, c'est une erreur typique. Donc ici, la clé, la règle d'or est ne mesurez pas l'heure gagnée, mesurez où elle était allée. Alors, est-ce qu'il faut faire beaucoup de chiffres et c'est compliqué? Non. Mais je vous montre ici quelques exemples. Dans les 3 slides suivantes, on va voir des chiffres, des métriques qu'on peut mesurer selon la taille de l'entreprise. On n'a pas le temps de tout parcourir parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais je vais mentionner quelques-unes. Par exemple, et après vous allez avoir la présentation pour la regarder vous-même. Par exemple, si on est une petite entreprise, ici on peut se focaliser sur des choses intéressantes. Par exemple, la durée d'une tâche répétitive, les erreurs, les reprises, les devis acceptés, par exemple. Si vous avez un PME, en fait, donc il y a d'autres chiffres qu'on peut regarder aussi. Donc, le taux d'adoption réel, on peut parler aussi des taux d'erreur, la chiffre d'affaires par employé, par exemple. Et finalement, si c'est une grande entreprise, là, on peut parler de taux d'adoption aussi, de l'impact sur le EBIT. Et il faut pas oublier aussi la régulation, en fait, la conformité. Donc, il y a aussi des chiffres qu'on peut mesurer ici. Donc, voilà quelques exemples selon la taille de l'entreprise. Voilà, et vous allez avoir accès à ça. Donc, finalement, il y a 5 choses qu'il faut retenir. La première chose, c'est qu'on mesure les goulots, pas l'IA. La deuxième, c'est la photo d'avant,
on ne la rattrape jamais. Il faut la faire avant d'adopter l'IA. La troisième, c'est que 4 familles suffisent, donc le temps, la qualité, les coûts et la valeur. La quatrième, c'est le temps gagné n'est un gain que si on l'a replacé, si on a réinvesti le temps gagné sur notre activité. Et finalement, il faut adapter l'effort à votre taille. Je vous invite à scanner les QR codes ici, parce que probablement vous êtes curieux avec l'histoire complète de Jean-Marc, en fait. Donc vous pouvez la trouver dans ce lien. Mais pour vous donner une idée de la fin de l'histoire, en fait, Jean-Marc, il a finalement continué son business, il a amélioré, le vin il est bon encore, les clients sont contents, et grâce à l'utilisation de l'IA, il a retrouvé ses soirées, et il est très content, et ses clients aussi. Merci beaucoup. Alors, Pablo, merci. Un message clair à retenir, toujours partir du process et pas de l'outil, si j'ai bien compris, et l'humain est et doit rester le pilote. Très bien, merci pour ce message très clair. Alors, très souvent, l'intelligence artificielle est associée aux grands groupes ou aux géants de la tech, alors qu'elle est aussi un levier d'opportunité pour les TPE-PME. Pour en discuter, je vous propose un entretien exclusif entre Monsieur Simon Luzensky, partenaire chez Artefact. Artefact, c'est un cabinet leader en stratégie IA et en data, et avec Samantha Ciarlet, responsable communication au sein de la délégation interministérielle en charge de la transition numérique pour le gouvernement. Merci de les accueillir et de les encourager. Merci Diego. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Et pour poursuivre cette réflexion sur l'IA et la création de valeur, j'ai le plaisir donc d'être accompagnée de Simon Luzensky, partenaire chez Artefact, comme le disait Diego, cabinet de conseil de référence au niveau mondial en data et intelligence artificielle. Donc Artefact accompagne aussi bien de grands groupes internationaux que des PME dans leur transformation par la donnée et l'IA. Et justement, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, beaucoup de dirigeants de TPE et PME ont le sentiment que ces sujets sont réservés aux grandes entreprises, à leur budget et à leurs équipes spécialisées. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on réponde à une question simple. Une PME peut-elle, elle aussi, transformer l'IA en avantage concurrentiel durable ? Donc Simon, on a tous en tête ces grands programmes IA dont parlent les grandes entreprises avec leur budget conséquent et leurs équipes dédiées. Pour une PME, faut-il essayer de reproduire ce modèle en plus petit ou est-ce que ça, c'est déjà le premier piège ? Bien, merci pour la question. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. C'est plutôt un piège de vouloir reproduire en fait une stratégie d'un grand groupe parce que c'est difficile, c'est pas le même environnement, ce ne sont pas les mêmes moyens. Et en fait, il y a une complexité inhérente à l'organisation d'un grand groupe dont il faut se débarrasser. En fait, quand on dit qu'est-ce qui est complexe dans un grand groupe, c'est une gouvernance avec beaucoup de schémas de décision, avec beaucoup de vérifications à faire, avec une hiérarchie importante. On y en reviendra, mais l'avantage d'une PME, c'est d'avoir une vitesse d'exécution incroyable. Comment la conserver avec l'IA ? Autre piège à éviter, c'est ce qu'on appelle un peu l'usine à POC. L'usine à POC, c'est de dire, comme on n'arrive pas à décider quel projet passer en priorité avec l'IA, on va en tester beaucoup en continu, en permanence. L'idée, c'est d'en conserver qu'un seul. Et en fait, pour vous, la question à se poser, c'est là où j'ai besoin de créer le plus de valeur. On va le voir, l'IA, ce n'est pas du tout une question de technologie, c'est une question de création de valeur, c'est une question de transformation d'organisation. Donc finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus douloureux pour vous ? C'est ça la question à se poser. Et puis enfin, il y a peut-être un dernier écueil, c'est que les grands groupes, ils créent par nature en fait leur propre système d'IA. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont beaucoup internaliser. Ils vont faire ce qu'on appelle beaucoup de make. Ils vont faire du sur-mesure. Là où vous, en fait, vous avez et les PME en général ont la possibilité de beaucoup acheter. C'est-à-dire, vous allez tester Claude, vous allez tester demain Mistral, vous allez tester ChatGPT, mais en fait, toutes les décisions que vous allez prendre, elles ne sont pas là pour durer dans le temps. On y reviendra aussi. Un LLM, c'est une commodité. Il faut se préparer à passer de l'un à l'autre assez rapidement. Donc, rien ne sert de créer son propre environnement. Il faut tester énormément de choses.
Très bien. Donc, si une PME ne doit pas faire comme un grand groupe, alors quelle doit être sa propre stratégie? Concrètement, quels sont les atouts qu'une PME peut exploiter pour faire de l'IA un véritable avantage concurrentiel et non un simple Ouais. gadget? Alors, le premier élément, en fait, c'est de conserver ce qui fait la force des PME, c'est-à-dire c'est la vitesse d'exécution, la vitesse de décision. Il y a moins de monde, moins de structure, moins de hiérarchie, moins d'obligations. Il faut conserver ça et de se dire que c'est surtout pas un sujet de technologie. Je pense qu'on a été plusieurs à le dire déjà ce matin. Donc, c'est comment je m'approprie l'IA. La deuxième, c'est il y a une proximité du terrain que beaucoup de dirigeants de grandes entreprises perdent. Mais en fait, c'est comment je reste en contact avec mes clients pour savoir ce dont ils ont besoin pour que justement je me serve de l'IA. Et on aura un cas pratique après pour le démontrer. Ensuite, il y a un élément, voilà, c'est ne pas créer de dette technique, sauf si vous en avez une, mais a priori, vous n'en avez pas. On verra. En fait, il y a avoir vos données, on va dire, au bon endroit, dans un bon état pour pouvoir activer, parce qu'il n'y a pas d'IA sans données, il vous faut vos données. Mais pas la peine de créer de dette technique, c'est-à-dire de choses qui vont vous embarquer sur le trop long terme. Et enfin, un seul décideur, c'est intéressant d'avoir une personne qui embarque, et en fait l'IA, on l'a dit, c'est un sujet d'adoption, donc qui embarque son organisation, qui change les manières de travailler, les manières d'aborder les problématiques clients, les manières d'aborder les problématiques internes, mais qui fait en sorte que tout le monde en fait adopte l'IA. Et adopter l'IA, c'est aller un peu, finalement, c'est être contre nature en fait. C'est changer des choses qu'on a l'habitude de faire dans ses manières de travailler, dans ses manières de collaborer. Voilà. Très bien, donc on comprend que la taille peut devenir finalement un avantage plutôt qu'une faiblesse, mais tout cela reste encore un petit peu théorique, alors on va voir un petit peu à quoi ça ressemble dans la réalité. Donc pour rendre tout ça très concret, Simon, prenons un besoin que l'on retrouve dans pratiquement toutes les PME. Comment une entreprise, elle peut aujourd'hui s'appuyer sur l'IA pour résoudre un problème opérationnel, gagner en efficacité et surtout créer un avantage que ses clients vont réellement percevoir? Mais juste pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui justement veulent recréer l'environnement, le contexte d'une PME pour agir sur un sujet, c'est-à-dire cette rapidité d'exécution. Et si on prend un exemple, on va prendre la relation client, qui est l'exemple typique de la bonne application et de la bonne efficacité de l'IA. Un grand groupe va devoir en fait jouer avec un environnement qui est son CRM, sa base client, enfin l'ensemble de logiciels qu'il a déjà. Une PME, jusqu'à présent, si elle faisait à la main, l'IA, c'est génial. Elle va pouvoir se demander, je reçois une demande d'un prospect, je reçois un formulaire par mail, je reçois un texto, un WhatsApp. Mais le problème que j'ai aujourd'hui, c'est finalement répondre de manière personnalisée et répondre, on va dire, en masse. L'IA est géniale pour ça, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir finalement analyser ses demandes, vous allez lui donner les messages que vous recevez. Par rapport à ce qu'elle a capté de votre client, votre prospect, et ce qu'elle sait de votre entreprise, elle va personnaliser le message, et après elle va se charger de l'envoi elle-même par les canaux que vous aurez désignés. Tout ceci, vous le faites dans le contrôle que vous souhaitez. C'est à vous, il y a des choses que vous pouvez automatiser, il y a un moment où vous voulez relire. C'est vrai que le plus on relit, le mieux c'est. Mais donc on voit bien la différence entre je suis une grande organisation, j'ai un embarqué technologique, j'ai une grosse organisation, j'ai un process lourd, versus une PME qui a toujours cette capacité à exécuter les choses très rapidement. Et finalement, même quand je pensais que j'étais zéro, j'avais rien, l'IA est parfaite parce qu'en fait, elle va simplifier beaucoup de choses. Oui, donc 3 semaines contre 9 mois, on voit bien comment la vitesse peut créer un premier avantage. Mais une question demeure finalement, et cet avantage, est-ce qu'il est durable pour les entreprises monégasques, par exemple dans les secteurs comme la finance, l'immobilier, le luxe, ou encore le tourisme? Où est-ce qu'en fait va se construire réellement la différence dans les années à venir? En fait, la différence, ça va être justement comment vous conservez cette vitesse d'exécution, c'est-à-dire l'avantage, la force de votre taille. Parce que en fait, il y a quand même c'est à la fois un sujet sur le temps court et un sujet sur le temps long. Le temps court, c'est qu'il faut essayer. Il faut essayer sur les différentes choses justement qui vous mettent en difficulté. Vos process d'un point de vue financier, sur la relation client. Et le temps long, c'est qu'il faut vous transformer. C'est-à-dire là, transformer justement votre organisation, vos manières de travailler. Donc il faut jouer avec ces deux éléments-là. Mais si jamais vous n'agissez pas assez vite, vous risquez de prendre du retard par rapport à vos concurrents qui, eux, se seront transformés, qui, eux, auront accéléré sur l'adoption avec leurs équipes qui seront plus matures, qui connaîtront mieux en fait la manière de se servir de l'IA. Parce que le défi, il est vraiment là. Ça paraît fou, mais c'est comment on utilise le mieux ces outils dans notre quotidien de travail. En fait, l'IA, c'est presque simplement ça, c'est savoir bien les utiliser.
Et ce qui peut aussi être contradictoire, c'est que finalement, plus vous avez de l'expérience dans votre métier, plus vous êtes fort pour utiliser l'IA. Si vous vous dites qu'il y a une barrière technologique, en fait, elle n'existe pas. Ça veut dire que même si vous étiez jusqu'à présent assez mauvais en numérique et en digital, le fait de bien connaître votre métier, le fait de bien interagir avec cette IA, en fait, ça veut dire que ça va vous donner beaucoup plus de maturité dans les interactions que vous allez avoir avec une IA et dans le contrôle que vous allez faire de ce qu'elle vous dit. Contrairement à quelqu'un, et c'est le grand danger en ce moment, on le voit, les personnes qui arrivent sur le marché du travail sans expérience, c'est plus compliqué pour elles que pour quelqu'un qui a 5, 10, 15, 20 ans d'expérience. Donc, ce qu'il faut, c'est conserver cet avantage, c'est essayer en permanence, vous concentrer sur ce qui crée de la valeur. Et là, on le voit, soit à Monaco, que ce soit dans le luxe, dans l'immobilier, dans le tourisme, vous avez normalement des bases clients qui sont intéressantes, qui sont à valoriser. Donc voilà, conserver cet avantage, c'est garder cette vitesse, cette rapidité d'exécution, tout en essayant en permanence de ces systèmes d'IA. Très bien, Simon. Et donc, pour conclure, finalement, quel est le faux bon élève, de l'IA? La chose dans laquelle les entreprises vont investir beaucoup d'énergie en pensant créer un avantage, alors qu'en fait, elles se trompent finalement de combat. En fait, c'est de tout vouloir, c'est de vouloir tout faire, tout personnaliser, de faire que du sur-mesure. C'est compliqué parce qu'en fait, ne vouloir être excellent peut vous faire perdre du temps. Il faut accepter, en fait, si on teste beaucoup de choses, il faut accepter de faire des erreurs. Bon, ça, c'est assez classique de le dire, mais il faut accepter que par moment, vous n'aurez peut-être pas le système d'IA qui vous correspond parfaitement. C'est pas grave, parce qu'en fait, si vous avez quelque chose qui est à 80% adapté à votre organisation, les 20% restants, ils sont très compliqués à aller chercher. Si on revient sur la relation client, c'est compliqué d'avoir le système qui va vous satisfaire complètement. Mais il vaut mieux en fait essayer d'avoir une IA qui est opérante à 80% sur votre processus financier, votre marketing, votre relation client, sur la gestion de votre RH, plutôt que d'avoir quelque chose qui est à 100%, qui est très compliqué. Moi, il me reste 5 secondes, je vois le chronomètre. Moi, j'ai cette conviction très personnelle. Je bannirais le mot de productivité, qui en fait qui peut, alerter de la mauvaise des manières les équipes. Il y a 2 mots-clés, c'est efficience et efficacité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est toujours de garder cet équilibre entre les deux quand on fait de l'IA. Voilà. Très bien, merci Simon. Merci à vous. S'il fallait retenir une idée de cet échange, en fait, c'est sans doute celle-ci. L'IA ne récompense pas forcément les entreprises les plus grandes ou celles qui investissent le plus. Elle récompense souvent celles qui savent aller vite, rester proches de leurs clients et transformer rapidement une opportunité en action. Donc, merci beaucoup pour cet éclairage, Simon. Merci. Et Diego, je te rends le micro pour annoncer la suite. Merci à vous. Alors, merci Samantha, merci Simon. Moi, je retiendrai du coup que être petit, ça permet d'être agile, ce qui est un avantage. Alors, je ne voulais pas le ramener à moi qui suis tout petit, mais plutôt à notre écosystème monégasque où 80% des sociétés sont plutôt des TPE et des PME. Je vous propose maintenant une keynote très spéciale qui vise à croiser les constats des échecs aux piliers de la réussite. Et pour animer cette keynote, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir un invité de prestige, Monsieur Jean-Charles Ferreri, qui interviendra en duplex. Il a pu malheureusement pas nous rejoindre aujourd'hui. Il est senior partner chez Eleven, cabinet également de référence en accompagnement en stratégie IA. Jean-Charles, est-ce que vous nous entendez ? Là, le partage. Bonjour Jean-Charles. Ah, c'était bien ? Bonjour, désolé, il y a eu une petite coupure de signal. Ravi d'être avec vous et je m'excuse d'être à distance compte tenu d'une contrainte d'agenda et j'ai d'autant plus de sympathie à être avec vous que j'ai le plaisir de travailler sur le Rocher à différentes étapes de ma vie, je dirais, en tant que consultant. Je vous laisse descendre votre keynote et bonne écoute à tous. Merci à tous. Alors, en quelques mots, donc, la question qui m'a été posée, c'est quelles sont les clés pour bien prendre le virage de l'IA en entreprise. Donc, ça a été évoqué, il y a eu un changement d'échelle depuis quelques années maintenant, je dirais depuis 2022, et puis 2025, il y a une grosse accélération. C'est-à-dire qu'il y a un point d'inflexion, notamment les progrès sont de plus en plus rapides, et puis on peut, comme on dit, combiner un peu les modèles, et donc
Du coup, on adresse potentiellement des fonctions entières ou des process entiers. Et ça, dans toutes les tailles d'entreprise. Gartner avait dit il y a quelques temps, l'IA agentique résoudra de manière autonome 80% des problèmes courants de service client d'ici 2029. Ça illustre le fait qu'on va toucher des process entiers. En juillet 2025, donc il y a environ un an, le MIT avait sorti une étude, 95% des projets d'IA générative et agentique échouent. Alors c'est un titre qui est très accrocheur, qui avait retenu pas mal l'attention à la fois des médias et des décideurs. Alors c'est une étude qui est partiellement critiquable, on n'est pas les seuls à l'avoir critiquée, notamment parce qu'il y a des problèmes un peu de méthode. À titre d'exemple, le retour sur investissement est mesuré sur 6 mois, ce qui est bien pour des PME, mais ce qui est très court quand on va sur des grands groupes, c'est plutôt 12-18 mois. L'étude concernait quand même pas mal des grands groupes, donc ça posait question. Et puis il n'y a pas tous les secteurs qui sont dedans. Alors néanmoins, il y a quelques messages clés que je vous partage, et puis on y reviendra un peu plus en détail après. L'étude dit que 80% des organisations ont testé l'LLM, mais butent sur des sujets d'intégration dans les processus métiers. L'étude dit aussi que les entreprises croient souvent au miracle des solutions externes sur étagère, mais en fait, ça ne marche pas toujours et c'est un peu plus compliqué que ça. L'étude dit également que les entreprises privilégient souvent des projets très visibles comme le marketing et les ventes, alors qu'en fait, il y a des processus internes comme la fonction finance ou des fonctions back-office qui peuvent être beaucoup optimisées et donc générer beaucoup de temps libéré, entre guillemets. Et l'étude dit aussi que c'est plus un problème de méthode que de fond. Voilà. Ce qui est également, je dirais, l'illustration de ce qui a été dit précédemment. Et enfin, l'étude précise également que quand on est accompagné, il y a 2 fois moins de chances d'échouer, ce qu'on constate également et ce qui peut générer une certaine conviction. Alors, on n'est pas les seuls à avoir mis des réserves sur cette étude. Du coup, on a publié une autre, je dirais un peu en réponse. Voilà. Le message principal, c'est que tout ça, c'est un sujet de méthode. Je vais juste résumer quelques messages derrière. Déjà, en préambule, même si l'IA est devenue assez mature, très mature même, et c'est de plus en plus facile d'implémenter, ce n'est pas complètement sur étagère et donc il faut être vigilant. C'est-à-dire qu'il faut quand même choisir des modèles, les adapter. Il y a des erreurs qui peuvent être faites. Je vais en citer 4 très rapidement sans entrer en détail, parce que c'est des exemples publics, donc on peut en parler plus facilement. Zillow, c'était une agence immobilière qui avait fait grand bruit parce qu'ils ont fait un déploiement très précipité d'une IA. En gros, ils achetaient des maisons à moins de 10% en 48 heures. Initialement, c'était avec un expert immobilier qui passait. Et puis à un moment, ils avaient un modèle tellement performant qui faisait que 2% d'erreurs sur 100 millions de maisons, qui se sont dit, allez, maintenant, on va acheter les maisons sans même que l'agent immobilier passe. Bon, sauf que là où il y avait une grosse erreur, c'est que c'était post-Covid, donc le marché était très volatile, il n'y avait pas de modèle de suivi et de pilotage. Les clients étaient évidemment très opportunistes, donc ils vendaient quand le prix était bon. Bon, ça s'est évidemment mal terminé. Pourquoi? Parce que leur modèle n'était pas bien calibré, ils ont déployé de manière précipitée. Donc voilà, premier exemple entre guillemets, de bêtise. Deuxième exemple, Klarna, dont on a un peu entendu parler également. C'était une start-up suédoise qui a 700 personnes et service client. Et là, c'est le COMEX et le CEO qui a dit, moi, c'est fini, le service client, je crois ce que de Gartner, tout le monde dehors, c'est un chatbot dès demain matin. Ça a duré 1 an. Au bout d'1 an, les clients n'étaient pas contents, ils ont dû réembaucher et, entre guillemets, refaire le buzz négativement parce qu'ils sont allés trop vite. Et là, en l'occurrence, c'est la vision du CEO et du COMEX qui était un peu précipitée, je dirais, par rapport aux capacités de l'outil. Bon, un autre exemple, où là, c'est une IA, c'est comme, je dirais, un humain, c'est-à-dire qu'il faut des fiches de poste, des autorisations, des interdictions. Le troisième exemple, c'est quoi? C'est un agent de codage qui a mal interprété une requête et qui a supprimé la base de production. L'entreprise a été plantée pendant 30 heures parce qu'ils ont effacé le disque dur, pour faire très simple. Là, pareil, on donne des autorisations. Donc, il y a des choses à faire. Et le dernier exemple, très accessible, parce que c'est la distribution. C'est un concessionnaire automobile aux États-Unis qui a mis un chatbot sur son site web. Un client un petit peu joueur a détourné le chatbot pour lui expliquer que ça serait bien d'être très généreux. Un SUV a été vendu à $1 et un chatbot, et le chatbot a confirmé être juridiquement engagé et le fait que la vente était valable. Bon, au-delà du fait que la vente, je ne suis pas sûr qu'elle se soit terminée,
Il y a eu surtout une vidéo sur Internet qui a fait 20 millions de vues pour un concessionnaire Chevrolet, donc il y a eu énormément de pubs. Mais on voit bien qu'il y a eu un manque de validation quand même de ce qu'était capable de faire ou pas le chatbot et jusqu'où. Donc ce message, le premier message, c'est que les démonstrations sont impressionnantes, le potentiel est incroyable. Il ne faut pas négliger l'ingénierie, le cadrage, le temps à passer pour que tout ça se passe bien. Et ça, c'est un élément dont il faut garder conscience. Le message 2, c'est qu'on traite les sujets de bout en bout. On parlait précédemment, il y a quelque temps encore, de use case. Donc les use cases, c'est de la donnée existe, il y a un besoin métier, il y a un algorithme qui faut fonctionner, ça peut rapporter de l'argent. Aujourd'hui, on peut aller au-delà, on peut vraiment transformer une fonction finance, une fonction logistique. Par exemple, passer 18 mois, 12 mois sur le lancement d'un produit, automatiser entièrement la gestion de stock, se dire qu'avant on achetait des produits puis on les vendait, maintenant on peut faire les choses différemment, on anticipe la demande et on va aller acheter que les produits souhaités par le marché. Donc ça veut dire, pour faire ça bien, il faut que le dirigeant cible les bons sujets, les fonctions, les process, et accepte de toucher à autre chose que l'IA. On doit toucher à l'informatique, on doit toucher à l'organisation, on doit vraiment transformer le métier de bout en bout. Donc, ce volontarisme du dirigeant, il est important. Le commentaire qu'on a parfois, c'est quand, dans une PME de 100 personnes, le dirigeant décide, en fait, finalement, est-ce que ce n'est pas un peu limitant pour les équipes qui peuvent moins faire leurs propres agents, des choses comme ça? Pas vraiment, parce qu'en fait, une citation que je peux mentionner, c'est l'IA pour tous, finalement, c'est une grande source d'inspiration sur les process et les fonctions à retransformer, à transformer. Donc, on peut avoir une transformation IA qui est pilotée par le haut, sur des ensembles cohérents, mais avoir de la créativité aussi des équipes qui peuvent aider à générer des idées en testant des choses. Alors, le message 3, c'est l'IA, c'est pas on spécifie, on délivre. Il y a des écueils tout du long. Ça a aussi été un petit peu évoqué. Le porteur métier qui peut être délégué par le dirigeant peut ne pas être finalement si motivé que ça. Les données peuvent ne pas être en très bon état, etc., etc. Donc, il y a une part d'exploration et il faut optimiser les ressources et les investissements de l'entreprise. Alors, évidemment, ce qui est à l'écran, c'est l'illustration d'un accélérateur qui est plutôt dans le CAC 40. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que sur 80% des idées, il ne faut rien dépenser. Il faut filtrer à l'avance. Et pour ça, il faut parfois se faire aider ou avoir un peu de discernement sur où sont les bonnes, où sont les mauvaises idées. Je prends un exemple très simple d'une PME qui nous avait interrogé sur le fait qu'un concurrent à eux avait un chatbot sur le service client qui permettait de dialoguer en langage naturel pour choisir un produit. Et en fait, certes, le concurrent l'avait, donc c'était gênant, mais en fait, ce n'était pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que le concurrent, il avait acheté énormément de contenu journalistique à travers des investissements, et donc il pouvait entraîner son chatbot. Et notre client, comme il n'avait pas ses contenus journalistiques, s'il voulait faire un chatbot, ça veut dire qu'il allait manger de manière illégale les contenus des autres et que finalement, ça allait lui attirer des ennuis. C'est le genre de choses, il vaut mieux le filtrer très à l'avance pour ne pas perdre d'énergie et de temps sur un sujet qui va mal se terminer ou, entre guillemets, ne sera pas industrialisable. Alors, est-ce que c'est de l'échec? Non, ce n'est pas de l'échec, c'est de la sélection pilotée, voire même c'est de l'animation parce que ça permet de filtrer les idées et d'en générer d'autres. Et à la fin, c'est ça qui rapporte beaucoup d'argent ou de temps, entre guillemets, en sélectionnant bien. Alors, transition sur ce qu'on appelle le retour sur investissement, parce qu'on parle beaucoup, quand on fait de l'IA, du retour sur investissement. C'est un élément qui est essentiel, mais qu'il faut mesurer avec discernement, je dirais. Pourquoi? Parce que parfois, le retour sur investissement, c'est pas forcément mesurable, mais c'est évident. Je vais aussi donner un autre exemple. Il y a plein de clients qu'on rencontre, on se rend compte que au final, ils ont une force de vente, mais 80% des vendeurs avouent très facilement qu'ils ne connaissent que 50% de l'offre proposée ou des produits. Bon, donc, aider les vendeurs avec une sorte de chat GPT, c'est souvent très intelligent. Et c'est souvent pas facile de mesurer de manière microéconomique le retour sur investissement, mais c'est une évidence. Donc, il faut accepter d'y aller sans forcément mesurer. Parfois, c'est le CEO qui a une décision, qui a une vision, il sait que ça va lui rapporter, donc on peut mesurer, mais on n'est pas obligé de pousser très loin la mesure. Et parfois, mesurer, même ça coûte de l'argent. Donc,
L'idée, c'est plutôt qu'au-delà de mesurer toujours de manière extrêmement précise, il faut se forger la conviction et suivre cette mesure tout au long du projet. Un client nous disait, cherchez le ROI même quand on ne le mesure pas. Donc voilà. Ce message, c'est le message 3, c'est qu'il faut piloter au jour le jour le lancement des projets IA. Et comme il y a beaucoup de compétences entre l'IA, le métier et même l'économie, la mesure économique, il faut maintenir autant que possible le même type de compétences entre le début et la fin. Message numéro 4 sur le make or buy. Alors, make or buy, construire ou acheter. Alors, c'est un sujet qui n'est pas facile. Je vais évoquer juste quelques thèmes. Acheter, ça fait rêver parce qu'on se dit, c'est super, il y a une solution sur étagère de marché qui va tout faire comme il faut, répondre aux clients ou autres. Ça peut être déceptif parce qu'en fait, il y a tellement de solutions de marché que ce n'est pas évident de choisir toujours la bonne. Donc, il y a un petit travail de sélection. Et après, à contrario, construire, ce n'est pas le bon terme parce qu'en fait, aujourd'hui, plus personne ne construit, je dirais, une solution entièrement sur étagère parce qu'il y a tellement de briques de marché utilisables qu'en fait, on construit toujours sur des actifs existants. Donc, il y a plusieurs critères pour décider. Le premier, c'est déjà de se projeter sur ce qui va fonctionner dans 6 ou 12 mois. Là de manière identique, j'ai mentionné l'exemple de SoGPT, la Société Générale qui avait monté un LLM maison qui répondait à tous leurs critères. Au final, qui a été abandonné parce que ça a été rattrapé par le marché d'une certaine manière. Et des solutions aujourd'hui de marché sont beaucoup moins chères et sont tout à fait performantes. Donc, ça a été de l'argent, entre guillemets, gaspillé. Hein. C'est public. Hein, voilà, donc il faut bien se projeter. Le deuxième exemple, le deuxième critère, c'est que les solutions externes ne sont pas toujours adaptées à toutes les entreprises, notamment quand on commence à avoir une certaine taille. En fait, on se rend compte que les données de l'entreprise ont beaucoup plus de valeur que les algorithmes. Et donc, finalement, quand on a une taille de données importante, parce qu'on a 10 ans d'ancienneté de données, finalement, reconstruire l'algorithme, ce n'est pas si compliqué que ça. Et à contrario, les solutions externes, elles ne sont pas toujours entraînées sur autant de données que ce que peut avoir l'entreprise. Voilà. Troisième exemple, la maîtrise du coût. Parce que solution externe ou solution interne, il y a des risques de dérive. Donc ça, il faut bien l'anticiper en avance. Aujourd'hui, on commence à avoir un certain nombre d'articles et d'exemples, je dirais, avec des clients qui effectivement sont surpris par la montée des coûts au bout d'1 an ou 2 ans de solutions IA. Donc ça, c'est des sujets qui s'anticipent. Les formules de coûts ne sont pas les mêmes entre des solutions partiellement internes, partiellement externes. Et enfin, il y a des sujets stratégiques. Je vais juste citer un exemple très simple. Pour un client qui voulait répondre à des appels d'offres compliqués, parce que c'était dans les travaux publics, donc il y avait des sujets d'ingénierie, de juridique, de commercial, de financier. Il y avait des solutions externes qui étaient relativement satisfaisantes. Mais en fait, pour différentes raisons, il s'est rendu compte qu'il avait énormément de données propriétaires. Il s'est rendu compte aussi que c'était un sujet stratégique pour lui de savoir répondre à des appels d'offres quand on est une entreprise de travaux publics de taille raisonnable, je dirais. Et de ce fait, ce qui a été choisi, c'est de ne pas dépendre de solutions externes trop sophistiquées et qu'il valait mieux maîtriser les briques en interne. Donc, c'était, entre guillemets, partiellement interne, partiellement externe. Donc, il y a un sujet de maîtrise stratégique qui peut être important. Donc, le make or buy, c'est un petit peu trompeur. Il y a plein de nuances entre les deux, je dirais, et je dirais il y a beaucoup de discernement à apporter. Dernier message, pour bien réussir une transformation IA, il y a des sujets de RH. On a parlé du volontarisme du dirigeant qui doit définir les process à refondre. Il doit aussi définir des mouvements stratégiques, parce que quand on fait de l'IA, on se rend compte que finalement, on peut potentiellement faire une IA pour soi et la commercialiser à des concurrents, quitte à en brider les fonctionnalités. On peut se rendre compte aussi que quand on a automatisé la gestion d'un stock, par exemple, on peut plus facilement ouvrir des points de vente parce qu'il y a besoin de moins de compétences et l'entreprise peut se développer plus vite. Donc, il y a des mouvements stratégiques qui doivent être pilotés par le dirigeant quand on fait bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que demain, pour transformer un process de bout en bout, le dirigeant, au-delà de son temps, il peut avoir besoin d'être accompagné par ce qu'on peut appeler des équipes commando de l'IA, qui sont des gens qui sont capables de plonger dans un process, de plonger dans l'organisation, de plonger dans l'informatique un peu cœur, qui peuvent avoir un vernis pour faire de la formation et qui sont, entre guillemets, des gens qui
transforme le process et ensuite le livre de manière un peu prête. Donc souvent, c'est des équipes volantes dans des entreprises, ça peut être des consultants aussi. Voilà, donc ça, c'est un deuxième exemple d'impact RH. Je vais en citer juste un troisième sans descendre dans tous les éléments. C'est que demain, dans une entreprise, même de taille raisonnable, on commence à avoir plusieurs agents qui fonctionnent. Hein. Un agent qui gère le stock, un agent qui gère plusieurs agents qui gèrent les clients, etc. À un moment, il faut les gérer, ces agents. Et c'est un peu comme des ressources humaines, et c'est un peu différent. Et donc, parfois, on parle même du DRH des agents demain. Ces talents de l'entreprise, ces nouveaux actifs, il faut déjà savoir les recenser. Il faut tous les 6 mois se poser la question de tiens, comment je les évalue, est-ce qu'ils doivent être reformés, est-ce qu'ils doivent évoluer, quelles sont les règles. On a évoqué le fait qu'un agent pouvait faire des bêtises, donc il faut lui fixer des règles. Ils peuvent aller jusqu'au sujet cyber, hein, bien entendu. Donc tout ça, ça pose la question de comment je manage ces agents et qui est le DRH des agents de ma entreprise. Voilà, je ne vais pas évoquer le fait que la DSI doit aussi se transformer et la partie data peut aussi se transformer, y compris dans des PME. Je vais peut-être juste citer une citation, mentionner une citation qui avait été donnée au CES récemment. C'est le PDG de NVIDIA qui disait « Le département informatique de chaque entreprise va devenir le département RH des agents IA à l'avenir. Aujourd'hui, il gère et maintient un tas de logiciels de l'industrie IT. À l'avenir, il va maintenir, nourrir, intégrer et améliorer tout un ensemble d'agents numériques et les mettre à disposition des entreprises. » Alors, quand il y a le département informatique, ça peut être critiquable, ça peut être le DRH, ça peut être d'autres personnes, mais en tout cas, ça montre bien le fait que demain, il faudra manager ces agents. Mot de la fin, ce 95% qu'on a entendu dans la presse, ce n'est pas une fatalité, c'est une question de méthode. Voire même c'est extrêmement trompeur, parce que ce 95, en fait, pourcent, nous, on ne le voit pas, je pense qu'aucun de nos concurrents le voit et les entreprises ne le reconnaissent pas. En revanche, il faut avoir de la méthode, il faut suivre, entre guillemets, un certain nombre de consignes, et puis, si vous voulez en savoir plus, il y a le petit QR code qui donne le lien de l'étude. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup Jean-Charles. Alors, pour la petite anecdote, il avait 10 minutes de parole, il en a parlé 20, on s'y attendait. C'est pour ça, Simon, qu'on a décidé de faire le panel différemment, sinon tu n'aurais pu jamais parler. Donc désolé, on n'a pas respecté les 45 minutes qui sont promises, mais bon, c'est difficile de dire tout en 45 minutes. On aura en tout cas dit l'essentiel. Vous l'avez compris, la méthodologie, c'est ce qui est le plus important pour faire de l'IA un avantage concurrentiel. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous le savez, sur l'espace public monentreprise.gouv.mc, rubrique Extended Monaco, on vous met à disposition un arsenal de dispositifs concrets qui vont vous aider d'aller plus loin. On a notamment une base documentaire qui a été récemment enrichie avec notamment un dictionnaire de l'IA ou une charte des bonnes pratiques de l'usage de l'IA en entreprise qui nous a beaucoup été demandé. Je vous invite à aller les télécharger, les utiliser dans vos entreprises et bien sûr de les personnaliser. La possibilité bien sûr d'avoir un parcours IA qui est complètement dédié avec une simulation IA, également des tutoriels qui vous sont proposés, des cycles de conférences sur lesquels vous pouvez vous inscrire, des ateliers pratiques. On a également la possibilité, vous avez également la possibilité de nous suivre sur notre communauté LinkedIn. Alors, je vais très vite pour vous libérer. Ça, je vais le passer, on en dira après. Vous pouvez voir l'agenda sur le site. Je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas déjà fait, votre smartphone et de flasher ce QR code et remplir le questionnaire de satisfaction. C'est 5 questions, c'est moins de 30 secondes et c'est très utile pour nous. Ça nous permet de comprendre quelles sont vos attentes et pouvoir essayer de proposer des sujets et des formats qui répondent à vos besoins. Pendant que vous répondez au questionnaire de satisfaction, je tenais à remercier en tout premier lieu, bien sûr, mes équipes du pôle économie numérique, sans qui tout ça n'existerait pas. Merci également à la Teamcom qui nous aide à faire la promotion de ces événements.
Merci également au Welcome Office et plus largement à la direction du développement économique qui nous suivent depuis le départ. Merci aussi à tous les partenaires institutionnels, le MEB, la Jeune Chambre, le CESE, l'UQAM, le CID et j'en oublie. En tout cas, je vous dis bonne continuation. On se voit après la pause estivale. Pour ceux qui sont présents, les échanges continuent autour d'un café. Pour ceux qui nous suivent en ligne, restez connectés et bon été à tous. Merci.